Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau pour ce nouveau rendez-vous. On va parler de votre parcours et on va ensuite essayer de rentrer dans votre tête pour savoir ce que vous pensez. Commencez par les pieds, si je comprends bien. On va commencer par votre parcours avec 5 années. 5 années qu'on a choisies. 5 années de votre histoire qui se confond avec celle de la 4e République et de la 5e République. Et c'est un parcours qui a commencé en 1956 lors de votre première élection. Mais la première année qu'on a retenue, c'est celle de 1958, lors de votre 2e élection comme député. Alors, 1958, vous êtes élu député du 5e arrondissement de Paris. Vous êtes élu au scrutin majoritaire, 2 ans après votre première élection sur les listes de Pierre Poujade, cette fois la proportionnelle. Et en 1958, vous êtes élu avec l'étiquette du CNIP. Non. Vous étiez apparenté au CNIP. Non. Dans le 5e arrondissement, vous aviez... Non, j'étais totalement indépendant. Vous avez rejoint ensuite... Vous étiez apparenté au CNIP. Assez nettement plus tard. Ma question, on a bien compris que vous n'aviez pas été élu avec l'investiture du CNIP, mais après vous... Oui, mais c'est très important. Parce que je suis candidat seul contre tous les autres candidats soutenus par des partis, y compris M. Fatome, qui est le candidat de l'UNR, je crois que ça doit être l'UNR, et puis... Le Parti gaulliste. Pardon ? Le Parti gaulliste. C'est ça, le Parti gaulliste, et puis une dizaine d'autres candidats d'ailleurs. Alors du coup, comment expliquer... dans votre parcours, en tout cas dans l'histoire politique française, que vous avez pu, à un moment donné, on a pu voir à l'Assemblée nationale, Valéry Giscard d'Estaing, qui siégeait à l'époque dans le CNIP, siégeait sur les mêmes bancs, au final, et dans un groupe parlementaire commun. Alors c'est une autre date, si vous voulez ça. En effet, élu indépendant des indépendants, au bout de quelques mois, je suis apparenté au groupe des CNI, au groupe CNI, et au groupe des indépendants. Et un peu après, j'appartiens même au comité directeur du CNI, où en effet, je suis le voisin, si j'ose dire, de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a rien d'absolument extraordinaire dans cette... Mais qu'est-ce qui vous rapprochait à l'époque? Puisqu'aujourd'hui, ça paraît étonnant de voir Valéry Giscard d'Estaing qui était plutôt libéral, plutôt européiste, et vous qui avez eu un parcours après différent. Qu'est-ce qui vous rejoignait à l'époque? Qu'est-ce qui expliquait le socle commun qui fait que vous étiez... Oui, mais ne comparez pas des choses qui se situent à des dates différentes. En 1958, je suis non pas européiste, mais européen. Ouais. Puisque je vous rappelle qu'en 1953, j'ai, sur le terrain, amené 40 étudiants, un commando d'étudiants, lors des inondations de Hollande, en vertu précisément, et pour exalter une espèce de sentiment de solidarité entre les nations européennes. La deuxième date qu'on a retenue, c'est 1972. Le 5 octobre 1972, c'est la date de création du Front National, qui est un rassemblement qui réunit des chapelles très diverses. Parmi les fondateurs du Front National, vous vous en souvenez, on retrouve des chefs d'ordre nouveau, qui étaient alors un groupuscule néofasciste. On retrouve des anciens collaborateurs. C'est vous qui le qualifiez ainsi. Il ne se qualifiait pas ainsi, lui. Croix celtique et salut fasciste. Oui. Qui était de rigueur au sein d'Ordre Nouveau. Est-ce que vous enlevez le bras, c'est un salut fasciste? Ça peut être. Je vous signale que c'est aussi le salut olympique. Je vous signale que c'est aussi le salut de prestation de serment devant les tribunaux, etc. Donc pour vous, on n'est pas fasciste, fasciste comme vous dites d'ailleurs. On n'est pas fasciste parce qu'on lève le bras. On est fasciste parce qu'on adhère à un certain nombre de données idéologiques, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, je crois, d'Ordre Nouveau, bien qu'ils aient des sympathies avouées d'ailleurs, et même des alliances avec le MSI. Absolument, le MSI italien qui avait cette flamme que vous avez repris pour le Front National. C'est ça. Donc des chefs d'Ordre Nouveau, des anciens collaborateurs comme Léon Gauthier, un ancien trotskiste, Roland Gaucher aussi qu'on trouvait dans le nouveau Front National, et des anciens résistants comme Roger Olindre, Serge Jeanneret et Pierre Sergent. Et Georges Bidault. Et Georges Bidault. Ah oui, pas n'importe qui, c'est l'ancien président du CNR. Absolument. Ma question c'est, comment vous avez fait pour faire la synthèse de toutes ces personnes qui avaient des idées très différentes? Comment est-ce qu'un ancien résistant pouvait s'entendre avec un ancien collaborateur comme Léon Gauthier? C'était absolument évident, c'est parce que les problèmes qui se posaient aux uns et aux autres n'étaient pas les mêmes que 25 ans auparavant. Alors dites-nous. C'était des personnalités qui se reconnaissaient entre elles le mérite de la loyauté, du dévouement, du courage, et qui envisageaient les problèmes de l'avenir français
et non pas les problèmes de son passé. En l'occurrence, il méprisait toutes ces argumentations qui visaient justement à catégoriser les Français selon l'option qu'ils avaient prise ou qu'ils avaient prétendu prendre au moment de la guerre ou de l'après-guerre. Donc l'idée, c'était construire l'après au-delà du Oui, passé vous savez, de chacun. à un moment donné, un rassemblement correspond à une inspiration. On ne fait pas ça comme ça sur le papier en disant on fait ci, on fait ça. Il y avait un vœu des milieux nationaux de s'exprimer d'une façon qui soit audible sur le plan politique, en quelque sorte. Voilà. Et c'est pour la raison pour laquelle la plupart des participants ont admis ou proposé que je sois le président fondateur, en quelque sorte. Et c'était pas difficile, justement, d'avoir à gérer toutes ces personnalités? Non, ce n'est pas à gérer. C'est de former un mouvement appelé Front National, voilà, avec une déclaration d'intention, etc. Bon. Très vite, cet ensemble s'est décomposé. Georges Bidault, justement, n'a plus voulu en faire partie parce qu'il y avait Ordre Nouveau. Et Ordre Nouveau, qui devait se dissoudre pour entrer vraiment dans le Front National, à son congrès, s'est maintenu comme formation politique. Ce qui fait que je dis à Alain Robert, secrétaire général d'Ordre Nouveau, Alain, tu ne peux pas à la fois être secrétaire d'Ordre Nouveau et secrétaire du Front National. Il faut choisir. Et mis devant ce dilemme, et il a choisi Ordre Nouveau. Par conséquent, à part Alain Renaud et Duprat, François Duprat sont les deux seuls dirigeants d'Ordre Nouveau qui sont restés au Front National. Voilà. Vous êtes donc devenu le président de ce nouveau mouvement. Qu'est-ce qui unissait finalement toutes ces chapelles? C'était la lutte contre l'immigration? C'était la volonté de non, d'une au départ, indépendante? l'immigration n'a pas l'importance qu'elle a acquise depuis. Au fur et à mesure que le torrent migratoire, à la cadence de 300 000 personnes par an, a accumulé chez nous... Les chiffres officiels disent 200 000 entrées légales. Oui, 200 000 légales, plus environ au moins 100 000 illégales. Qui sont difficiles à estimer. Bah, c'est ça. Bon, et donc, non, le problème, c'était l'anticommunisme. On s'en souvient plus. Mais à l'époque, tout le monde pensait que l'armée soviétique pouvait, en 48 heures, envahir toute l'Europe. Et donc, d'où la naissance de l'OTAN, l'influence des Américains sur la politique européenne, etc. Voilà. Donc le communisme comme finalement dénominateur commun de C'était le principal, mais c'était aussi la défense de la libre entreprise, un certain nombre de sujets que vous retrouverez d'ailleurs dans les documents du Front National, si vous vous êtes donné la peine de les regarder. Absolument. Ça, la peine, on en parlera après. 1974, vous vous présentez pour la première fois à l'élection présidentielle, vous faites 0,74% des voix. En 1981, vous ne vous représentez pas, vous ne pouvez pas réunir les 500 signatures et vous appelez donc à voter pour Jeanne d'Arc à l'époque. Mais il y a une raison à cela. C'est que quelques semaines avant le dépôt des parrainages, une centaine de maires chiraciens se retirent de ma liste. Ils avaient promis de voter de vous donner leur signature et finalement ils se retirent. Ils s'étaient engagés. Et au dernier moment, il y a un retrait qui était évidemment tactique et déloyal, disons la vérité. Et donc je me trouve à n'avoir pas le temps de réunir le nombre suffisant, et à quelques dizaines près, j'échoue, mais j'avais fait campagne. Car le problème, une campagne présidentielle se déroule pendant toute l'année qui précède le dépôt de la candidature. Donc c'est une vraie douche froide finalement. Et moi j'avais fait cette campagne, j'avais bénéficié quelques années auparavant d'un héritage, et donc j'ai pu me battre avec mes propres moyens. L'héritage qui vous a permis d'acquérir cette maison dans laquelle vous Pas du tout, elle faisait partie de l'héritage. Elle faisait partie de l'héritage. Ce n'est pas acquise du tout, autrement que elle faisait partie par la voie. De l'héritage Lambert. Absolument. Et donc, 1974, je l'ai dit, vous faites 0,74% des voix. 80, vous ne pouvez pas vous représenter. 88, vous faites 14% des voix à l'élection présidentielle. Comment on passe de 0,74 en 1974 à 14% en 1988? Est-ce que c'est l'effet Mitterrand qui vient de finir un septennat? Non, mais c'est parce qu'on correspond à
à un besoin politique du pays à ce moment-là. Et quand je me présente en 74, c'est absolument sans illusion de faire un chiffre quelconque. C'est uniquement pour bénéficier des moyens médiatiques qui sont mis à la disposition, très modestes, rassurez-vous, des moyens médiatiques qui sont mis à la disposition des candidats. C'est purement, comment dirais-je, factuel et objectif. Et en 81, donc je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être candidat. Et en 84, c'est en 84 que se fait l'émergence du Front. Avec 83, l'élection municipale de Dreux, 84... Non. Avant l'élection de Dreux, il y a l'élection de Jean-Marie Le Pen dans le 20e arrondissement, oui, en mars, comme conseiller d'arrondissement. Et ensuite, en septembre, mais on ne retient que Dreux, mais six mois avant que, personnellement, j'ai fait la percée. Et je serai candidat aussi à une partielle législative chez moi, dans mon pays, dans l'arrondissement de Quiberon, l'arrondissement avec 12% des voix, et c'est à ce moment que la répétition des chiffres, 12, 17, 12, fait apparaître le Front National comme une formation crédible, non seulement aux yeux des observateurs et des journalistes, mais aux yeux de l'opinion. La quatrième date qu'on a choisie, c'est un peu après cette présidentielle de 1988, c'est en septembre avec vos propos sur les chambres à gaz sur lesquels on ne va pas revenir sur le fond. J'aimerais vous parler d'une émission de télé qui a eu lieu quelques années après. C'est en mars 1995, c'est une des premières apparitions à la télé d'Éric Zemmour. Beaucoup plus court de façon à ce qu'on puisse balayer un maximum de problèmes. La parole est à Éric Zemmour, Info Matin. Monsieur Le Pen, c'est la troisième fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Oui. Vous avez fait un très bon score en 1988 avec 14%. Quand vous constatez qu'en Italie, le parti qui vous est proche, le MSI, est rentré assez vite au pouvoir, est-ce que vous ne regrettez pas votre attitude dans les années 80, vos bons mots qui vous ont un peu mis à la marge de la société politique française et qui vous ont empêché de rentrer dans une grande alliance à droite? 20 ans après, qu'est-ce que vous lui répondriez à Éric Zemmour? Est-ce que cette provocation ne vous a pas empêché d'entrer au pouvoir, ce que vous auriez pu faire comme vos amis italiens l'ont fait? Oui, je signale qu'aujourd'hui, le Front National fait 30% des voix et Fini fait 2%. Ce qui prouve que la stratégie que j'avais préconisée est plutôt plus efficace que celle de M. Gianfranco Fini, qui avait en effet trahi sa ligne d'orientation principale. Est-ce que vous lui répondriez toujours la même chose? Vous lui diriez toujours non, je ne regrette pas ces bons mots et ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un bon mot. Ça n'a strictement rien d'un bon mot. C'est Éric Zemmour qui l'avait appelé comme ça. C'est Éric Zemmour qui utilise l'expression de bon mot. Oui, mais c'est tout à fait à tort. Je réponds à une question qui m'est posée par un journaliste et qui me pose la question de savoir ce que je pense des chambres à gaz. Je lui dis, je ne suis pas un spécialiste, que j'en ai pas vu, je peux donc pas en témoigner, mais je ne dis pas qu'elles n'ont pas existé. Je parlais pas des chambres à gaz, je parlais vraiment de votre positionnement avec la droite, c'est-à-dire qu'il y a certains de vos amis en Italie qui ont fait le choix de rompre avec le ni droite ni gauche, de rompre avec l'isolement vis-à-vis de la droite. Est-ce que vous, personnellement, il y a un moment dans votre carrière... Vous venez de dire à l'instant que c'est cette déclaration qui a créé la rupture avec la droite. Ce que dit Éric Zemmour, et ce qu'il a redit d'ailleurs encore récemment, c'est que du coup, ça a créé le cordon sanitaire, ça vous a empêché d'avoir... Ça a été un prétexte qui a été pris, prétexte que je trouve tout à fait injuste, sur une déclaration qui est une simple observation que les chambres à gaz ont été un épisode de la Deuxième Guerre mondiale, comme le débarquement, le bombardement d'Hiroshima, la conférence de Yalta. Ce sont ces éléments. Et selon vous, ça n'a pas freiné l'ascension du Front National? Certainement si. Ça a été utilisé par mes adversaires en suggérant, comme c'est l'accusation mortelle, que ça comporte une intention secrète d'antisémitisme. C'est la pierre de touche de la politique française depuis 60 ans. Donc, est-ce que vous regrettez finalement ce mot qui, vous venez de le dire, a freiné l'ascension du Front National? On regrette toujours d'avoir fait s'être tordu la cheville sur le chemin du parcours, oui, mais regretter, j'ai tendance à vous le chanter, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Je vous rappelle quand même aussi un épisode étonnant pour des jeunes étudiants de Sciences Po, c'est que je suis condamné sur l'affaire du détail. En 87,
aux civils à 13 francs anciens, parce qu'il y a 13 plaignants. Et c'est la crapule Estoupe, le président Estoupe, qui va transformer ces 13 francs en 130 millions de francs. Qui était le président Estoupe? Une crapule qui est magistrat poursuivi aujourd'hui pour escroquerie en bande organisée, comme étant un des organisateurs de l'arbitrage tapis. La dernière date qu'on a choisie, c'est évidemment 2002. Alors j'ai une question à vous poser concernant le premier tour de 2002 et une question concernant l'entre-deux tours. Ma question sur le premier tour, c'est honnêtement, avant le 21 avril, vers le 19-20, 18-19, la fin de campagne, est-ce que vous sentiez que vous seriez devant Lionel Jospin, ou en tout cas, est-ce que vous sentiez que vous seriez au second tour? Oui. Je le sens tellement qu'à une conférence de presse, la dernière qui a précédé l'élection, je fais un petit scénario, on me dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, écoutez, je vais m'amener regarder ma boule de cristal. Ah, j'y vois un journal. Tiens, c'est Libération. Avec un titre énorme. Jospin, crucifié par sa majorité plurielle. Voilà. Je dis ça 3 semaines avant les élections. Qu'est-ce qui vous avait fait dire ça? C'est les sondages et les marges d'erreur qui permettaient de penser... C'est la descente aux enfers de la candidature de Chevènement, qui était annoncée d'abord à 14 ou 16, pourquoi pas, hein? Quand on fait des prédictions, on peut y aller, qui tombait à 12, à 10, à 8. J'ai dit, même quand il fera 6, je battrai Jospin. On vient de choisir différentes dates dans votre parcours. Et vous, si vous aviez à choisir une année dans votre parcours, laquelle serait-ce? Je sais pas. Honnêtement, Une année qui vous a marqué dans votre longue vie politique, dans ces 60 années de vie politique? Celle qui a été la plus frappante, c'est la première année. C'est le 2 janvier 56. Quand vous êtes élu Je viens député. d'aller porter la contradiction la semaine précédente à François Mitterrand à Nevers, à Mingeot, ministre du Travail, à Besançon, et au président du Conseil sortant, Edgar Faure, à Longe-le-Saunier. Et j'arrive pratiquement sans avoir fait campagne dans ma circonscription, et je suis élu député. Voilà. Plus de 2 millions de voix. C'est pour, évidemment la... Non, pas moi je fais pas 2 millions de voix. Non, le parti j'ai fait 2,5 millions. 2,5 millions. Oui, ça, mais pourquoi l'amputer d'un 5e? Disons la vérité, voilà. 2,5 millions de voix, ce qui n'était pas sans mérite, puisque aussi bien la décision de Poujade de se présenter aux élections, la décision du mouvement, était de quelques semaines auparavant, avec une précision qui n'a jamais été notée, me semble-t-il, sérieusement par les observateurs politiques, c'est que la condition que met le Conseil national ou le bureau politique de l'UDCA de permettre Parti de Pierre Poujade. la participation aux élections législatives, c'est sans la présence des membres du bureau. Pas seulement Pierre Poujade. Les membres du bureau ne peuvent pas être candidats. Ce qui va entraîner dans le mouvement un phénomène tout de même de courtisanerie qui fera que les présidents diront, puisque Pierre ne se présente pas, je ne me présente pas non plus. Voilà. Et présentant des gens qui étaient des forts braves gens, mais pas toujours très proches de la politique et de ses problèmes actuels. Depuis quelques années, vous écrivez vos mémoires. Quand est-ce qu'on pourra les lire? Ah, bonne question. Et quand ils seront écrits, j'ai déjà à peu près calculé d'en faire 2 tomes, un qui va jusqu'à 72, Fondation du Front, et un qui comportera l'histoire du Front National, en quelque sorte. Vous n'avez pas encore de date de publication ou... J'espère l'année prochaine, peut-être en septembre, quelle est la bonne date d'édition, dit-on. Septembre 2017. Oui. Il y a un point qui sera intéressant de voir dans votre biographie, c'est un point que vous avez évoqué sur France Culture il n'y a pas longtemps, vous êtes passé sur l'atelier du pouvoir. Et vous avez évoqué l'entre-deux tours de la présidentielle en expliquant que vous étiez angoissé le soir du 21 avril à l'idée de prendre le pouvoir. Vous vous dites dans France Culture, il fallait que je me pose la question, qui est-ce que je mets à Matignon, qui est-ce que je mets comme secrétaire général? J'étais pas angoissé, mais j'étais préoccupé. À part les imbéciles, tout le monde aurait été dans cette situation-là. Quand on se trouve inopinément au 2e tour de l'élection présidentielle et qu'on se dit dans 15 jours, je devrais désigner un Premier ministre, je devrais désigner un secrétaire général de l'Élysée, etc. C'est-à-dire, en effet, assumer
le pouvoir, il n'y a qu'un crétin qui pouvait s'exonérer du sérieux dans cette affaire. Et à votre avis, dans quelle configuration, est-ce qu'il y aurait une configuration possible dans l'entre-deux tours, vous auriez pu battre Jacques Chirac? Oui, je pense. Je pense d'ailleurs que les adversaires politiques l'avaient analysé de la même manière que moi, à savoir que compte tenu du fait que le président n'avait pas fait 20% au premier tour, le président sortant, ce qui est évidemment une information capitale, extraordinaire. Au bout d'un septennat, le président ne fait pas un cinquième des voix des électeurs, et cela rend possible une déferlante populiste, si on peut dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par déferlante populiste? Est-ce que c'est le mot que vous employez souvent? Déferlante populiste, c'est-à-dire une majorité de citoyens qui, en dehors des options politiques ordinaires, se décident généralement pour se débarrasser d'un système, eh bien, à voter massivement pour quelqu'un. C'est ça. Pour vous, en l'occurrence? Ah oui, parce que j'étais second et que c'était alternatif. Oui, mais bien sûr. C'était lui ou moi, c'était évidemment. Si c'était pas lui, c'était pour moi. Mais bon, vous savez... les adversaires ont pensé la même chose. La preuve, c'est qu'ils ont procédé contre moi à une mobilisation générale, ne s'épargnant aucune bassesse. Je rappelle les défilés de lycéens avec ou d'enfants des écoles avec les pancartes à mort Le Pen, enfin, etc. Et tout le reste, ce que d'ailleurs Daoudal, dans un bouquin très intéressant que je vous conseille de lire, a appelé le tour infernal. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça a été extraordinaire. Les directeurs de journaux prenant la plume, exceptionnellement, des journaux comme Elle, avec un nom énorme, etc. Bref, enfin, quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est donc qu'ils avaient pensé, comme moi, qu'il y avait une perspective possible. D'ailleurs, la gauche va aller voter pour Chirac en disant préférer l'escroc au facho, n'est-ce pas? Et ils iront voter avec une pince à linge sur le nez et des gants de cuisine pour prendre le bulletin de vote. Quand vous dites j'avais peur d'une déferlante populiste, c'est-à-dire vous aviez peur qu'il y ait plus de 50% de... Je n'ai pas peur. C'est une perspective. Je suis candidat à l'élection au deuxième tour. Je souhaite évidemment avoir le plus grand nombre de voix. Mais en effet, si j'ai le plus grand nombre de voix que le président sortant, je vais me trouver en face des responsabilités du pouvoir. Et évidemment, c'est quelque chose qui rend sérieux. Je ne fais pas youpi youpi dans la salle avec les copains qui sont très heureux de ma victoire. La gravité de la situation s'impose à ce moment-là. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à ces questions sur votre parcours. On passe tout de suite aux questions sur votre corpus idéologique. On va essayer de rentrer dans la tête de Jean-Marie Le Pen.